Et qui a des impacts à tous les niveaux. Mais du côté économique, il y a une méthode, il y a une stratégie qui fait qu'aujourd'hui, le dollar américain, qui est la monnaie, en tout cas de référence par rapport... Il y a quelques années, vous vous souvenez que nous parlions ici beaucoup de maïs qu'on importait, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On parlera un peu plus ou moins de la réponse que le gouvernement a pu donner avec certaines provinces, notamment, on a vu le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a été dans le Kasaï oriental, dans le Katanga. Voilà un peu toutes les questions qui feront l'objet de cette conversation de ce soir. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, nous allons parler un peu de la situation dans l'Est au plan économique. Quelle est la stratégie du gouvernement pour nous assurer que, d'une part, nous avons donné l'appui qu'il faut aux opérateurs qui sont sur place et d'autre part, comment nous nous assurons que les populations de cette partie du pays subissent moins les conséquences de cette agression. Parce que s'il n'y avait pas cette agression venue du Rwanda, c'est évident que la situation économique serait meilleure pour nos populations qui sont pour le moment provisoirement sous occupation. Voilà plus ou moins le tableau général du briefing que nous avons voulu particulier ce soir. Monsieur le vice-premier ministre, merci beaucoup de nous rejoindre sur ces plateaux pour cet exercice de redevabilité. On parle beaucoup de guerre, on a beaucoup parlé des opérations, on a beaucoup parlé de diplomatie, mais aujourd'hui nous avons voulu parler d'économie, parce que malgré qu'il y a cette situation de guerre, en tout cas au niveau du gouvernement, il y a une attention particulière qui est accordée conformément aux orientations du président de la République. Sur cette question économique, vous êtes le président de la commission ECOFIR du gouvernement et donc vous avez de manière transversale tous ces sujets qui concernent à la fois les secteurs productifs, agriculture et aussi les questions des finances et budget pour nous parler et parler au peuple congolais ce soir de ce que nous faisons. Monsieur le vice-premier ministre, quels peuvent être vos mots introductifs pour notre conversation de ce soir? Merci, monsieur le ministre de la communication et des médias. Je pense que, comme vous l'avez si bien introduit, on va parler de ce que le gouvernement fait dans un contexte de guerre et comment dans ce contexte de guerre, lequel contexte ajoute des défis supplémentaires aux défis qui sont inhérents à la gestion d'une économie dans n'importe quel pays du monde. Donc, comment le gouvernement fait ces défis et quelles sont les performances? Essayer de démontrer quels ont été les effets positifs de certaines décisions prises par le gouvernement sur le vécu quotidien du Congolais moyen. Vous l'avez si bien dit, nous avons démarré le deuxième mandat du chef de l'État avec des engagements forts que ce dernier avait pris vis-à-vis de la population congolaise. Vous vous souviendrez de ces 6 engagements principaux, de créer plus d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat. Et au moment où le gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka est investi par le Parlement, nous avons une situation macroéconomique qui est plutôt instable, avec le taux de change, le cours du dollar qui était assez instable à l'époque. Beaucoup d'analystes prévoyaient d'ailleurs que le dollar allait franchir la barre de 3 000 francs le dollar avant la fin de l'année 2024. Mais comme vous le constatez, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, il y a des efforts qui ont été faits pour certains produits de base, comme les produits pétroliers, comme les produits alimentaires de grande consommation, dont les prix ont pu être réduits dans certains cas et surtout maintenus stables depuis plusieurs mois. Alors, parlons d'abord de la situation macroéconomique globale.
Les tendances observées ces dernières années se sont maintenues et se consolident, malgré un contexte international incertain. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Je vais vous donner un exemple. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change, en intervenant sur le marché de manière régulière. Et l'intervention de la Banque centrale, comme vous le savez, prend la forme de vente de titres, les fameux bons BCC. Et ces bons BCC sont de plus en plus demandés. Il arrive souvent que ceux qui les achètent demandent beaucoup plus que ce que la Banque centrale veut vendre. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est illustration du fait que dans le secteur économique, on a confiance dans les institutions, confiance dans la Banque centrale. La même situation du côté des finances qui ont en charge de gérer l'économie nationale. Maintenant, Monsieur le ministre, vous parliez des prix. L'année passée, début octobre de l'année passée, nous avons fait le pari de baisser le prix du carburant. Je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup, on va dire quoi, de pessimisme. Il n'y a pas de pénurie. Il y a suffisamment de stocks de produits pétroliers. Les sociétés pétrolières disposent aujourd'hui d'une bonne trésorerie qui leur permet d'importer régulièrement les produits et de le vendre. D'ailleurs, nous avions baissé les prix d'une moyenne de 13%. Eh bien, tenez-vous bien, la consommation de produits pétroliers a tout simplement explosé. Dans le mois qui avait suivi la baisse de prix, la consommation avait augmenté d'à peu près 33%. Aujourd'hui, nous avons des taux d'augmentation qui frôlent les 50%. Donc, il y a plus de volume de produits pétroliers qui sont consommés dans le pays. Dans cette ville de Kinshasa, en moyenne aujourd'hui, CEP livre entre 3000 à 3500 mètres cubes, alors qu'avant la baisse de prix, CEP livrait une moyenne de 1500 mètres cubes de carburant dans les stations. Donc j'aimerais vous dire, s'il arrive que certains jours vous voyez des fils où à une ou deux stations, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ce n'est pas un signe d'une pénurie qui s'annonce, c'est généralement parce que les logisticiens, c'est-à-dire ceux qui doivent manipuler les produits pétroliers pour les amener jusque dans les stations, ils ont aujourd'hui beaucoup à faire, beaucoup plus qu'avant. Et avec les embouteillages dans la ville, il arrive très souvent que CEP soit débordé dans la journée. Et d'ailleurs, c'est devenu une pratique courante depuis octobre. CEP livre beaucoup plus la nuit quand il y a moins d'embouteillages dans la ville. Et cette situation, ce n'est pas simplement ici à Kinshasa, c'est une situation générale parce que les prix avaient baissé sur l'ensemble du territoire, évidemment. Il y a des coins du pays où l'approvisionnement ne se fait pas de la même manière qu'à Kinshasa, avec des pipelines, avec des sociétés bien organisées. Mais il n'en demeure pas que la baisse des prix de produits pétroliers a produit des effets. Je sais, ici on dit, mais oui, carburant équité, mais transport équité. Bon, parlons de transport équité. Mais tant au carburant équité, moi je connais une société ici, mise l'équivalent de $100 000 le mois
des indemnités kilométriques, parce que les indemnités kilométriques qui sont payées sont calculées sur la base du prix du carburant. Donc, lorsque le prix du carburant diminue, la société paye moins d'indemnités kilométriques. C'est des gains pour cette société. Le prix n'a pas varié. N'est-ce pas? Ils n'ont pas baissé les prix. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'eux gagnent de l'argent. Parce que s'ils gagnent 450 francs le litre, et puisqu'ils consomment en moyenne, on va dire 20 litres jour, ça signifie que par jour, il a économisé 9 000 francs. Et ça signifie que le mois, il a économisé dans les 270 000 francs, c'est pas loin de 100 $ de revenus supplémentaires d'un conducteur Wewa à la suite de cette augmentation, de cette diminution des prix du carburant. Et on peut citer d'autres effets positifs que cette décision a eu. Comme je vous l'ai dit, trésorerie aisée des sociétés pétrolières. Il n'y a plus de menaces des sociétés pétrolières sur le gouvernement pour demander une augmentation des prix. La consommation de produits pétroliers a augmenté. Et tenez-vous bien, lorsque le volume de produits pétroliers consommés augmente, l'implication, c'est qu'on peut baisser les prix. Parce que le volume impacte le prix dans le sens inverse. Lorsqu'il y a plus de volume, le prix diminue, et lorsqu'il y a moins de volume, le prix augmente. Donc ne soyez pas étonnés si dans les jours qui viennent, nous procédions une nouvelle fois à une baisse des prix des produits pétroliers. Je vais, pour terminer cette introduction, parler d'un produit, parce que souvent nous devons sortir aussi de Kinshasa. La RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Vous avez un produit comme le maïs, qui est un produit essentiel dans des régions comme le Katanga ou le Kasaï. Au moment où nous parlons, le prix d'un méca de maïs en Mbuji-Mayi, un méca, bon, ça dépend parce que ces unités varient aussi selon que vous êtes à Kananga ou à Mbuji-Mayi, mais ça va entre 2 kilos ou 3 kilos. Le méca de maïs en Mbuji-Mayi est à 2800 francs. J'apprends même qu'il y a des endroits où on peut le trouver à 2500 francs. Mais jusqu'en octobre de l'année passée, en Mbuji-Mayi, le méca de maïs coûtait de 8 000 à 8 500 francs. Monsieur Donc non seulement qu'il a baissé... Quand vous parlez des mécas, le méca, c'est l'équivalent du sakombi. Ici, écolo, voilà. Voilà, c'est plus compréhensible. Mais bon, quand je dis méca, je sais qu'en Mbuji-Mayi, on me comprend tout de suite. Tout à fait. À Kinshasa, il faut encore il faut expliquer. Mais à Mbuji-Mayi, à Kananga, on ne parle pas d'écolo, on ne parle pas de sakombi, on parle de méca de maïs. Pareil au Katanga, où le prix du maïs est resté stable. Le sac de 25 kilos ne dépasse pas le 20 $. Il s'est même vendu il y a quelque temps, et c'est encore possible dans les semaines qui viennent, qui se vendent à l'équivalent de 16,5 $ le sac de 25 kilos. Donc non seulement que ces prix ont baissé, en ce qui concerne le maïs, ce produit généralement connaît de fortes augmentations de prix vers la fin de l'année, qui est la période de soudure. Nous n'avons pas connu ça entre septembre et décembre de l'année passée, et nous espérons répéter la même prouesse cette année, grâce notamment à des facilitations qui ont été accordées aux importateurs, mais plus important, grâce à l'augmentation de la production locale de maïs. Ce qui a sauvé Mbuji-Mayi, c'est beaucoup plus le maïs local que le maïs importé. Et ça, c'est un développement important qui mérite d'être souligné. Alors, peut-être qu'avant que nous prenions les questions, Monsieur le Vice-Premier-ministre, vous parlez de prix tout à l'heure, mais nous avons beaucoup parlé de la baisse de prix de manière générale d'autres produits en dehors du maïs. Est-ce que vous pouvez nous donner ne fût-ce que quelques indications, par exemple, sur le produit
de grande consommation, le riz, les chinchards. Il y avait des discussions à votre niveau avec quelques opérateurs à ces niveaux. Est-ce que ces discussions ont abouti? Oui, ces discussions ont abouti, les mesures ont été appliquées, elles sont effectives depuis, on va dire, depuis fin décembre, début janvier. Les mamans savent que le prix du Mpiodi a baissé, non seulement qu'il a baissé, mais il a baissé par rapport au niveau qu'il avait au mois de novembre de l'année passée, lorsqu'il y avait eu une surchauffe sur le marché. Et le prix est resté stable depuis lors. Pour toutes les variétés parce que vous savez, quand vous parlez de Mpiodi, c'est les mamans de Wenze qui connaissent mieux ces différences-là, mais il y a différents types de produits. Mais pour ces différents types, les prix avaient bel et bien... Nous avons mis en place un système qui nous permet de mieux connaître le marché. Nous l'appelons Talo. C'est un applicatif développé par des jeunes Congolais qui permet donc de prélever le prix sur différents marchés, dans différentes alimentations. Chaque permet de savoir dans quelle boutique, quelle alimentation, sur quel marché le prélèvement a été fait, quel agent, à quelle heure. Et cet agent va repasser chaque semaine dans le même point de vente et à la fin du mois, nous pouvons consolider l'évolution. Nous avons eu le premier résultat pour le mois de mars. Ce document qui sera dans quelques jours disponible sur les sites du ministère de l'économie nationale, mais qui peut déjà être mis à la disposition de nos amis de la presse, permet de constater effectivement que les prix les prix des biens alimentaires et des biens de grande consommation sont stables, mais plus intéressant, cet instrument nous a révélé une très grande fracture dans l'économie quinoise. Il sera à partir du mois de mai-juin déployé en province de manière progressive. Cet instrument nous a dans un Wenze ou Matete, à Gombe, il y a de grandes disparités de prix sur le même produit, la même marque. Et donc, dans les débats, parce que quelqu'un qui peut avoir vu le prix d'un produit dans un supermarché à Gombe va dire voilà, le prix a augmenté alors que à la même période, ce même produit de la même marque se vend à peut-être 50% moins cher et parfois 75% moins cher dans un marché de Kisenso ou dans un marché de Maluku. Les investigations que nous avons menées ont révélé ce qui suit. Nous avons aujourd'hui 2 grands circuits d'approvisionnement dans la ville. Vous avez tout ce qui rentre par l'Angola et qui passe par Lufu et qui coûte donc relativement moins cher, et ceux qui s'approvisionnent par Matadi, et on a donc ces 2 économies, si je peux m'exprimer ainsi, qui cohabitent dans la même ville. Nous sommes en train d'approfondir les analyses de cette situation, l'objectif étant bien sûr une diminution de ces disparités, mais vous savez, c'est des choses que l'on ne peut pas imposer parce que l'explication se trouve dans la différence dans les coûts logistiques entre celui qui importe par Matadi et celui qui fait venir le Mpiodi ou le savon ou par la voie routière à partir du port de Luanda en passant par le poste frontalier de Lufu. Voilà, messieurs, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, pour ces éléments qui sont introductifs parce que sur l'économie, il y a beaucoup à dire parce que ça touche directement au panier de la ménagère. Donc, on va commencer la série des questions avec monsieur Amédée Moirabou.
Amédée Mora pour le compte des finances et entreprises. Monsieur le ministre, je suis un peu surpris de votre satisfaction par rapport aux résultats, notamment à ce qui concerne la réduction du prix de carburant. Et dans votre argumentaire, vous prenez fait aux causes des opérateurs économiques qui font plus de recettes. Oui, ça peut se vérifier. Vous parlez aussi des Wewa qui font un peu plus, qui dépensent moins dans les carburants. Mais moi, je vous dirais, je sais que le premier qui est par le gouvernement en baisse, c'était pour que les Congolais lambda débourser le moins possible. C'était ça l'idée principale. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire par rapport à ça parce que les fonctionnaires et qui travaillent à la Gombe, à la fonction publique, il vous dira chaque jour, il dépense peut-être 10 000 francs congolais. Parce que les prix des transports a triplé, quadruplé, voire quintuplé, à cause notamment des embouteillages qu'on connaît à Kinshasa. Donc, je suis un peu troublé avec votre satisfaction, parce que moi, je suis automobiliste, mais je vous dirais franchement, Excellence, je préférerais plus rouler sur une bonne route que les routes en lambeaux qu'on a actuellement là. Parce que si je vous dis la facture que je dépense pour les réparations, en tout cas, moi, je n'applaudis pas parce qu'on a réduit de 400% et de 400 francs les litres de... Donc, est-ce que vous avez pensé aux fonctionnaires? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ils payent plus que ce qu'ils payaient avant, malgré la réduction du prix. Je vous ai suivi, Excellence. Vous avez donné des statistiques de ce que le gouvernement paye, notamment pour les manques à gagner avec les pétroliers. Vous parliez que de 340 millions de dollars dépensés chaque année pendant les 4 dernières années pour payer les manques à gagner des pétroliers producteurs. En 4 ans, 340 millions de dollars, ça fait 1,360 milliard de dollars. Je dis bien 1,360 milliard de dollars. Excellence. Si on avait investi cet argent dans un réseau de transport à Kinshasa, mais le fonctionnaire, il paierait 1000 francs, il quitte Kingasani et il atteint la Gombe. Mais vous avez préféré donner cet argent aux pétroliers producteurs qui sont des opérateurs économiques. Voilà, c'est ça ma première inquiétude. Alors, Excellence, vous êtes économiste. Aujourd'hui, quand on regarde les top 5 des économies du monde, on voit le Japon, on voit l'Allemagne. Et ces deux pays ont en commun le fait qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà, 10 ans après la Première Guerre mondiale, 15 ans après, c'était des économies fortes. En tant qu'économiste, quelle stratégie de politique économique pouvez-vous mettre en place pour permettre à la RDC de faire de la donne actuelle de la guerre une économie dynamique et émergente? La dernière question, si vous permettez. Dans toutes vos réunions des conjonctures économiques, vous nous parlez des taux de change, vous nous parlez des taux d'inflation, des taux directeurs de la Banque centrale, mais jamais, alors jamais, vous ne parlez de chômage. Vous le savez bien en tant qu'économiste que les taux de chômage, c'est un des indicateurs clés dans l'économie. Pourquoi votre gouvernement ne fait pas du taux du chômage un indicateur de votre politique économique? Voilà. Merci. Merci. Merci bien. Je vais d'abord répondre à votre première question. Je vais la prendre par le dernier bout, c'est-à-dire les pertes et manques à gagner. D'abord, pourquoi parce que dans votre argument, vous dites que vous avez préféré payer aux sociétés au lieu d'utiliser cet argent pour financer, par exemple, les routes. Mais pourquoi cet argent est payé? Pourquoi on appelle ça manque à gagner? C'est parce que le gouvernement a choisi de subventionner les produits pétroliers, c'est-à-dire de les vendre à un prix qui est inférieur au prix économique. Je vais vous donner un cas simple. Aujourd'hui,
dans la structure actuelle, c'est-à-dire dans le prix que vous avez à la pompe, 2990 francs le litre d'essence, 2980 francs le litre de mazout, ce prix-là est calculé avec un taux de change de 1 dollar pour 2600 francs. Alors que sur le marché, le dollar n'est pas à 2600 francs. Le pétrolier qui importe du pétrole en dollars, qui les vend en francs, il a besoin, quand il a vendu en francs, de racheter des dollars. Donc, on lui fait perdre de l'argent en calculant, en imputant dans le prix le dollar à 2600 francs plutôt qu'à 2850. Voilà une des sources de ce manque à gagner. Ça veut donc dire que si aujourd'hui, nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux de change de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui une partie de la charge qu'aurait supporté le consommateur final. Mais je peux vous rassurer à ce sujet d'ailleurs. Vous avez raison, ces manques à gagner étaient assez élevés. Pour fin 2023, les manques à gagner évalués à fin 2023 ont tourné dans les 300 millions de dollars qui ont été remboursés totalement. Mais l'effort que nous avons commencé à faire et qui produit déjà des résultats au ministère de l'économie nationale avec les autres structures, parce que c'est des décisions qui sont prises dans une commission où vous retrouvez le ministère de l'économie nationale, le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances, la DGDA, ainsi de suite. Pour le premier semestre 2024, les manques à gagner se sont chiffrés à 16 millions de dollars pour tous les 6 mois. Les chiffres pour le deuxième semestre seront connus avec certitude dans les jours qui viennent, en tout cas avant la fin de ce mois. Mais je sais déjà, parce que les estimations existent, que nous allons rester dans ces limites-là et que nous n'allons probablement même pas dépasser les 16 millions de dollars. Donc, le gouvernement a fait un effort pour diminuer sensiblement les pertes et manques à gagner. Et dans les efforts que nous allons faire dans les jours qui viennent, il s'agira notamment d'augmenter le taux de change dans les calculs du prix pour diminuer le manque à gagner afin que ces ressources servent à autre chose plutôt qu'à financer des pertes encourues par les sociétés pétrolières. Vous allez peut-être demander, mais alors pourquoi le gouvernement prend cette mesure-là? Mais il prend cette mesure-là parce que, imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Et ne pas mettre tout le poids sur les citoyens, mais enlever une partie de ce poids, c'est ça la position que le gouvernement avait choisie. Je peux vous garantir que dans certaines zones, parce que dans ce secteur, nous divisons le pays en 4 zones, Est, Sud, Nord et Ouest, mais dans la zone Sud, là où nous avons beaucoup de miniers qui sont les plus grands consommateurs de produits pétroliers, nous n'avons plus de manque à gagner dans cette zone-là, parce qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de diminuer les manques à gagner. Alors, vous avez parlé dans votre question, je comprends. Moi, en tant que ministre de l'économie, j'aurais aussi voulu voir qu'à la suite de cette... c'est au-delà de 5%. Et en principe, le prix de transport devait être revu à la baisse pour refléter cette diminution de charges. Mais ici, ne mélangeons pas le problème des embouteillages avec
des phénomènes économiques sur la base desquels nous, on prend ces décisions. Rappelez-vous qu'avant cette baisse des prix de début octobre 2024, il y avait eu plusieurs augmentations des prix de produits pétroliers sur les 12-18 mois qui avaient précédé, qui ne reflétaient dans les prix de transport. Donc beaucoup de transporteurs, parce que les décisions ont été prises, en tout cas, par les autorités compétentes, qui sont le gouverneur de province. C'est au gouverneur de province qu'il revient, après avoir réuni les différentes corporations, de déterminer les prix des transports publics. Donc les transporteurs ont dit, quand vous augmentiez, vous nous avez empêché d'augmenter, et maintenant que vous diminuez, vous voulez que nous diminuions, vous ne tenez pas compte des pertes que nous avons encourues dans le passé. Mais laissez-moi au moins vous rassurer que, il est maintenant établi que lorsque les conditions le permettent, le prix des produits pétroliers peuvent baisser dans ce pays. Nous l'avons démontré. Parce que généralement, le prix augmentait et il y avait toujours des raisons pour qu'ils augmentent. Et quand il y avait des conditions pour qu'ils baissent, ils ne baissaient pas. Donc maintenant, quand ils doivent baisser, ils baisseront. Quand ils doivent augmenter, ils augmenteront. J'espère aussi qu'il y aura une meilleure collaboration entre les autorités provinciales et les associations des transporteurs pour que les décisions qui sont prises par le gouvernement central sur les prix des produits pétroliers se reflètent sur les tarifs des transports. Mais pour terminer sur cette question, sachez aussi que le même gouvernement subventionne un certain nombre d'entreprises de transport. Le prix de... Évidemment, vous allez dire, oui, Transco n'a pas suffisamment de bus, mais le tarif de Transco est resté inchangé. Pourquoi? Parce que Transco est subventionné. Il reçoit du ministère de l'économie chaque mois, Transco, Transacademia, SNCC et bien d'autres entreprises qui sont donc subventionnées par le même gouvernement de manière à maintenir bas les tarifs pratiqués par ces sociétés. Le Japon et l'Allemagne étaient déjà de puissances industrielles avant la guerre. L'effort pour redémarrer après la guerre, avec aussi l'appui de pays qui les avaient vaincus, notamment les États-Unis, peut donc expliquer ce regain rapide. En ce qui nous concerne, j'ai parlé tout à l'heure du Kasaï oriental. Les statistiques que nous avons jusqu'en 2023-2024 montraient que le Kasaï oriental ne produisait que entre 17 et 21% de ses besoins en maïs. Donc, c'est une province, on va dire, exposée à toute perturbation dans l'approvisionnement du maïs, parce que si vous-même, vous ne produisez que 1/5 de ce que vous consommez, le reste, vous le tirez des provinces voisines, de l'Omami, du Kasaï essentiellement, sinon du maïs importé. Mais regardez la position du Kasaï oriental au centre du pays, enclavé, très éloigné et de la frontière sud et de la frontière ouest. Donc l'effort qui a été fait dans les Kasaï oriental, c'est d'accroître la production locale. Et nous sommes encouragés par la réaction des producteurs de maïs dans le Kasaï oriental à la suite d'un appui qui est venu d'abord du ministère de l'Agriculture, mais aussi du ministère de l'Économie nationale, vers le gouvernement provincial, et que cet appui a été bien canalisé vers des projets concrets et vers les agriculteurs. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, les résultats sont donc là. Pour rebondir, dans ce pays, nous devons d'abord régler le problème de l'insuffisance alimentaire, le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement a fait le pari
dans le programme qui est exécuté. On se concentrer sur le maïs, le manioc, le soya, l'huile de palme et le riz. 5 produits pour lesquels il est envisagé on va dire, sur une période de 4 à 5 ans, de diminuer sensiblement le déficit que nous avons sur ces produits, mais en même temps d'encourager la transformation de ces produits. Le gouvernement a par exemple lancé un programme le programme agricole volontaire avec quelques bases agricoles dans lesquelles ont été investies d'importantes sommes d'argent pour mettre en place des vraies usines, des usines de manioc, des usines de maïs, permettant de transformer la production locale en produits qui peuvent être facilement stockés et facilement conservés de manière à stabiliser le marché de ces biens. Mais vous avez raison, cela ne sera possible que si nous gagnons en même temps la guerre du désenclavement des zones rurales et si nous gagnons en même temps la guerre de la production locale des semences et des engrais. Le ministère de l'Agriculture est en train de relancer la production de semences, en commençant par le maïs. Et il y a un certain nombre de programmes similaires pour le manioc et pour le riz. Alors la question du taux de chômage, vous avez raison. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le premier engagement majeur du chef de l'État, c'était la création d'emplois. Parce que c'est le plus grand défi de ce pays dont la population est extrêmement jeune. Le plus grand défi, c'est de créer des emplois. Mais les emplois, ils sont principalement créés par les entreprises. Donc, création d'emplois va de pair avec création d'entreprises. Mais il ne suffit pas de créer des entreprises, il faut encore que ces entreprises survivent. Parce que beaucoup d'entreprises sont créées et meurent jeunes. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, le président de la République a personnellement présidé une réunion sur l'amélioration du climat des affaires. Et chaque ministre concerné, moi y compris, j'ai reçu de son Excellence Madame la Première ministre les assignations qui m'incombent pour que le ministère de l'économie participe à cet effort collectif d'améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'entreprises qui soient créées, que les entreprises soient créées un peu plus facilement, mais qu'elles aient plus de chances de survivre, de grandir et donc de créer des emplois. Il serait illusoire de penser que c'est l'État qui va créer les millions d'emplois qui sont requis dans ce pays. C'est essentiellement le secteur privé et c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour le moment. Alors, on va prendre les prochaines questions. Amédée en a posé 4. Ceux qui viennent, une question par personne, s'il vous plaît. On va avancer. On commence par Patrick Bomboka et puis ce sera Oscar Mbal et Eric Izami. S'il vous plaît, une question pour permettre au VPM de répondre de manière concise et de prendre le plus grand nombre de questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le vice-premier ministre. Une seule question, comme l'a recommandé Monsieur le ministre. Quel commentaire faites-vous de la réouverture de la CADECO à Goma par la coalition M23, RDF, AFC? Quelles sont les menaces sur la monnaie? Quelles sont les menaces sur les systèmes bancaires? Et quels sont les risques au point de vue régional? Merci. Merci de me poser cette question. Il n'y a aucune menace sur le système bancaire. Aucune. D'abord, parler de réouverture. La CADECO, elle existe. Elle opère dans notre pays depuis des décennies. C'est une institution financière publique, donc une entreprise du portefeuille de l'État, dont le siège est à Kinshasa et pas à Goma. Et le siège de la CADECO n'a pas changé. Il est à Kinshasa.
La CADECO a bien sûr un déploiement assez important à l'est du pays, avec plusieurs points d'exploitation dans le nord Kivu et dans le sud Kivu et dans d'autres provinces à l'est du pays. On va les appeler comment? Les agresseurs, comment vous les appelez, monsieur le ministre? Les occupants. Les occupants illégitimes. En réalité, ils sont aux abois. Ils avaient pensé que ce serait facile d'arriver, de dire, voilà, nous gouvernons. Nous gouvernons le nord Kivu, nous gouvernons le sud Kivu. Le message lancé par le gouvernement, sous d'ailleurs l'impulsion du chef de l'État, c'est que la souveraineté monétaire n'est pas à partager avec qui que ce soit. Nous avons, comme dans tous les pays du monde, une seule institution fêtière dans le secteur bancaire, c'est la Banque centrale du Congo. C'est elle le socle du système bancaire dans le pays. C'est elle le superviseur en chef des institutions financières. C'est elle qui les contrôle. Et justement parce que c'est elle qui contrôle toutes les institutions financières, y compris les IMF, les institutions de microfinance, sachez que la CADECO, qui est dans une situation financière difficile depuis de longues années, ne participe plus à la chambre de compensation. Les institutions financières entre elles En français facile, une chambre de compensation. En français facile, moi je suis dans la banque A, je demande à ma banque de payer celui à qui je dois de l'argent, mais qui a son compte dans la banque B. Que cette banque paye des gens qui sont dans la banque A. Concrètement, la banque A ne va pas dire je paye et puis je vais attendre que les banques vont se rencontrer. Chaque jour, toi je dois envoyer autant chez toi, moi aussi je dois envoyer autant chez toi. On croise et on ne paye que le net. Celui qui doit plus va payer à celui qui doit moins. Si on te dit, voilà, c'est toi qui me dois, il faut que tu payes. Le jour où tu ne payes pas, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne payes pas demain, tu deviens un élément dangereux dans le secteur bancaire. On te sort. Le fait de te sortir de ce cadre signifie que tu n'es plus une institution financière crédible. Tu es en fait une institution financière qui peut mettre tous les secteurs bancaires en danger. Donc la CADECO n'est plus dans ce cadre-là depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement envisage depuis quelque temps de restructurer la CADECO. D'abord, il faut la récapitaliser parce que c'est une institution qui a des fonds propres négatifs. Ça signifie que ce qu'elle a comme fonds propres, moins ce qu'elle doit, en fait, elle doit plus que ce qu'elle possède, elle, comme fonds propres. Et une institution financière qui a des fonds propres négatifs, c'est une institution financière qui n'est plus capable, si vous avez déposé vos épargnes auprès d'elle, de vous rembourser quand vous voulez chercher vos épargnes, n'est-ce pas? Le ministre des Finances disait que c'était une arnaque. Donc, faire croire aux gens que voilà, nous avons aujourd'hui une banque à Goma, et d'ailleurs, les mêmes occupants illégitimes invoquent la Constitution qu'ils piétinent en s'attaquant au pouvoir légitime établi dans le pays. Ils invoquent la loi bancaire pour installer une institution financière. Toute institution financière agréée par la Banque centrale doit avoir un compte à la Banque centrale. La CADECO aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la CADECO et que vous récupérez, vous ne gagnez pas. Donc,
parce que le gouvernement a tenu, et a tenu bon, en n'ouvrant pas. Nous savons que c'est dur pour nos compatriotes qui sont dans ces zones. Mais nous n'allons pas négocier au rabais la souveraineté monétaire, parce que qu'est-ce que ça aurait signifié qu'on laisse les banques ouvertes à Goma et à Bukavu? Ça signifiait qu'on devait laisser aussi la banque centrale, parce que pour que les banques opèrent, il faut que derrière elles, Maman Bangwazala, Oyende Abandobimisa Mbongo, quand ils en ont besoin. Maintenant, nous allons laisser la banque centrale sous les injonctions des occupants illégitimes. La réponse du gouvernement a été non. D'ailleurs, ils ont plusieurs fois essayé de casser le coffre-fort de la banque centrale. Ouais. Donc voilà, c'est ça la situation. Il y a des solutions palliatives qui font fonctionner un peu l'économie dans cette partie, avec la monnaie électronique, avec d'autres comportements que les opérateurs économiques ont adoptés. Mais tout le monde sait que le niveau d'activité économique a baissé, parce que quand l'argent ne tourne pas, le niveau d'activité économique baisse, il y a moins de carburant dans cette partie du pays. C'est des pertes de ressources pour nous, mais pour le pouvoir central, je veux dire. Mais pourquoi nous allions nous faciliter la tâche à des occupants illégitimes qui, entre-temps, prennent les recettes douanières? S'ils prennent les recettes douanières, les souffrances dans cette partie du pays aujourd'hui ne sont pas du fait du pouvoir central, c'est du fait de l'occupation. Que cette situation prenne fin, les banques vont réouvrir et le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont de vrais poumons économiques du pays, vont reprendre leur rythme de respiration habituel. Voilà, on va prendre la question plutôt d'Éric Izam et puis ce sera Oscar Mbal. Une question, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Économie, vous avez reconnu la souffrance de nos populations au niveau de la partie orientale, le nord et le sud Kivu. Alors, comment comptez-vous au niveau du gouvernement appuyer les opérateurs économiques congolais vivant dans cette partie de la République? Pour terminer, après l'annonce par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de revenir au pays par la partie orientale, on a vu Olivier Kamitatou Etso, autrefois président de l'Assemblée nationale, parler du fédéralisme. Ça, c'est la question au ministre Mouyaya. Comment est-ce que vous, gouvernement congolais, réagissez quand on parle fédéralisme en République démocratique du Congo? Alors, heureusement que j'ai à côté de moi un professeur d'économie, réputé, reconnu. Il aura sûrement l'occasion de donner quelques éléments de réponse à propos, parce que, permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes, et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas.
dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Il n'y a rien qui n'éveille plus que ça. Et après, on peut débattre. On peut être unitaire, fédéraliste, mais dans un contexte comme si vouloir faire un tel débat, c'est de l'indécence, tout simplement. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez votre question, mais on peut profiter de votre présence ici, de par votre expertise, justement, pour que vous puissiez dire un mot sur ces sujets de décentralisation, de fédéralisme. Peut-être que vous allez nous aider à mieux éclairer les compatriotes qui nous suivent sur ces sujets. Bien, je vais peut-être, mais peut-être pour assurer notre ami par rapport à la première question que vous m'avez posée. Oui, le gouvernement est conscient, parce qu'il y a, vous savez, les banques sont fermées, il y a des entreprises qui opèrent dans ces zones, donc qui commencent à avoir des difficultés pour importer des matières premières et continuer à travailler. Nous avons eu des échanges qui vont se poursuivre. J'ai personnellement invité un certain nombre d'entreprises qui ont des opérations dans ces zones pour le 24 avril, pour une réunion avec la FEC et le ministère de l'économie, de manière à trouver les voies et moyens de faciliter la continuation de leurs opérations économiques dans le cadre restreint des opérations bancaires, pas seulement des opérations bancaires, mais il y a plein d'autres problèmes qui se posent pour des entreprises basées à Goma, basées à Bukavu, qui doivent importer des marchandises ou des matières premières de l'extérieur afin de continuer à fonctionner. Parce que, pour revenir à la question d'emploi qui a été posée, si ces entreprises fermaient, ce seraient d'autres Congolais qui vont se retrouver au chômage, et nous voulons bien éviter cela. Alors, pour parler je crois que le moment est un peu suspect de parler de fédéralisme, alors que la bataille qui vaut la peine pour le moment, c'est la bataille de la restauration de l'intégrité du territoire national. Mais monsieur l'auteur de cette idée, monsieur Olivier Kamitatou, est dans le pays aujourd'hui la personne qui a la meilleure connaissance de ce débat, parce qu'il fut président de l'Assemblée nationale du Parlement de transition, qui avait eu justement à rédiger la Constitution. Je peux affirmer, pour l'avoir entendu personnellement dire, que lui, il a les minutes de débat. Et ces débats avaient été houleux, notamment sur cette question entre l'unitarisme et le fédéralisme. Et ces minutes, c'est-à-dire la transcription de ces débats, je crois qu'il les a. Et un jour, quand il pensera rédiger ses mémoires, peut-être de rendre public, de nous retracer, de nous replonger dans cette salle où se tenait ce débat, dans les pour et les contre, qui ont poussé pour produire la Constitution que nous avons aujourd'hui, qui a un État unitaire et largement décentralisé. Je peux aussi rappeler qu'il est, lui, la même personne qui, il y a quelques années, a suggéré de renforcer le pouvoir central, notamment en se dotant d'un exécutif plus fort, en supprimant le poste de Premier ministre. Mais pour revenir à la question, je crois que, Monsieur le ministre, vous avez bien fait de dire que ce n'est pas le moment d'avoir ce débat. Ce débat, nous pourrons peut-être l'avoir un jour, qui sait. Nous l'avons déjà eu dans le passé, on l'a eu en 60, on l'a eu un peu plus tard, et on l'a eu à Sun City, et on l'a achevé ici au Palais du Peuple. Et ça a produit la Constitution de février
2006. En réalité, prenons l'état de siège, qui est aujourd'hui un régime qui s'applique et à la province du Nord Kivu et qui pousse le gouvernement à, parce que c'est la Constitution qui l'impose, tous les 15 jours, de redemander au Parlement de proroger cet état de siège. Mais l'état de siège a permis, en fait, au pouvoir central d'avoir une mainmise directe sur des régions qui sont menacées, sur des régions sur lesquelles il y a une ingérence extérieure. Maintenant, avec un Congo oriental, un Congo oriental, parce qu'après, il va encore falloir décider sur quelle ligne on va diviser les États fédérés. Et puis, on va encore avoir un débat sur est-ce que c'est des États fédérés ou c'est des États confédérés. Non. Aujourd'hui, retrouvons d'abord l'intégrité du territoire national. De la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement a fait fort, chez l'État n'a pas flanché monétaire. Les gens ont dit oui, si vous n'ouvrez pas les banques, c'est le franc rwandais qui va circuler et ces zones risquent de nous échapper. Dans ce pays, on a déjà connu 2 zones monétaires. Il y avait la zone monétaire du Kasaï qui n'acceptait pas le nouveau Zaïre, qui continuait à utiliser les anciens Zaïre, et l'autre zone. Et puis un jour, les 2 zones ont été réunifiées et nous sommes restés un seul pays, un pays uni. Il en sera de même. Nous allons retrouver ces parties du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont occupées pour que le Congo demeure un seul pays uni. Et le débat sur la forme de l'État, il reviendra peut-être, mais pour l'instant, nous avons peut-être intérêt à d'abord faire fonctionner ce système d'un État unitaire largement décentralisé. Et là, il y a de la matière. Il y a de la matière pour faire fonctionner la Caisse nationale de péréquation. Il y a de la matière pour une vraie déconcentration, une vraie décentralisation des compétences que la Constitution reconnaît aux provinces. Mais il y a aussi de la matière dans la culture politique. Parce que déjà aujourd'hui, avec les entités provinciales, pas plus tard qu'il y a quelques jours, notre collègue, Madame la ministre d'État financière, Conseil des ministres, de la situation qui prévaut dans la plupart des provinces où des gouverneurs nomment, alors qu'ils n'en ont pas le droit, des conservateurs des titres immobiliers, de leur obédience, comment je dirais, cette tendance à vouloir se fermer sur entre nous. C'est pas ça l'unité nationale. Et c'est certainement pas le moment. Voilà. Certainement pas le moment d'ouvrir ce débat. On ne va pas en dire davantage. Je crois que vous avez fait le bon rappel. On ne va pas renoncer à ce qu'on était par les passés parce qu'il faut servir le maître d'aujourd'hui. Heureusement que l'histoire existe. On va prendre les questions qui restent en série parce que nous devons faire une économie de temps. Donc, on va prendre Oscar Mbal, on va prendre Blaise Shindani, Patrick Lacoué, et on terminera par une question en lingala de M. Fabrice. S'il vous plaît, une question. J'ai une petite question à poser. On prend, monsieur le vice-premier-ministre, on prend les questions en série, on y répondra une fois pour toutes pour nous permettre de faire une économie. Merci pour la parole. J'ai une petite question à poser au Premier ministre, ministre de l'économie nationale. J'ai été heureux de l'entendre. Il a dit que les zones sous occupation étaient des poumons pour la République. Elles étaient des pourvoyeuses en termes de recettes. Aujourd'hui, elles sont sous-occupées. Et donc, nous parlons
de l'économie des guerres. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer? Parce que vous avez parlé de la stabilité des prix sur le marché. Je voudrais savoir si cette stabilité est factice, vous l'inscrivez dans la durée. Et vous comptez sur quoi? Vous misez sur quoi pour pérenniser cette stabilité? Est-ce que vous avez un matelas financier sur lequel vous comptez? Merci. Patrick Lacoué. Monsieur le ministre, vous allez m'excuser. La question que je pose aura deux volets. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre de l'économie, nous avons le projet du corridor de Lobito, qui sera sans doute une source d'entrée de ressources financières pour le pays. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà mis des mécanismes en place pour favoriser l'économie économique par des Congolais? Est-ce que les Congolais sont suffisamment prêts pour cela? Sur les prix, est-ce que le ministère de l'économie nationale a une norme pour la fixation des prix? Pourquoi? Parce que nous retrouvons un même produit dans deux supermarchés différents avec des prix différents. Merci. Monsieur Blaise Chindani. Merci beaucoup, Excellence. Ma question, c'est cette affaire de la vente, de la vente en détail par les Indo-Pakistanais. Alors que la loi congolaise ne l'autorise pas. Les petits commerçants congolais en souffrent énormément. Votre ministère avait autrefois promis de régler cette affaire. Mais jusque-là, sur terrain, rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que ces petits commerçants congolais qui se battent à longueur de journée peuvent attendre aujourd'hui de votre ministère? Merci. La dernière en lingala, et on aura le temps d'y répondre en une fois pour toutes. Matoni mingi Thomas Patrick Mouyaya, Zambi, moi motuna moko na Thomas Kwangela Kamambi à Libombo. Bayi Congo démocratique balingi ko sosolo penza, motango boni ya mboka Congo e bungisi uto batomboki babotolo bongo ngambo ya nord pe sud Kivu. Omeka ko limbo na Congo e bungisi mbongo motango boni. Na mona mboka Patrick Mouyaya, Zambi, masolo ya conseiller spécial et chef de l'État à Saraki Bongo et Sili, nous avons bayi opposition, baïke bayete. Boni mbula matari yango ekobima kozanga bayi opposition oyo bino ngozare kozela. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, vous pouvez merci bien. Répondre à ces questions. Première question, dans une économie de guerre, est-ce que cette stabilité est factice? Non. Justement, j'ai commencé par là, elle n'est pas factice. Nous avons les leviers nécessaires pour maintenir la stabilité. Ces leviers, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan monétaire, les réserves d'échange qui continuent à tourner autour de 6 milliards de dollars. Comment ce montant-là nous aide aujourd'hui? Il nous aide de manière. Premièrement, le gouvernement, quand le gouvernement dépense, il y a des dépenses qui sont faites. À ce moment-là, c'est la Banque centrale qui vend ces dollars, mais pour vendre, vous devez avoir. Donc, tant que ce matelas est là, la Banque centrale peut vendre au gouvernement le montant. Et aujourd'hui, c'est quand même des montants qui, parfois, peuvent atteindre 400 millions de dollars le mois, permettant ainsi de ne pas manquer des ressources en devises pour faire face à des dépenses publiques. De la même manière, puisque l'État aussi s'endette et que régulièrement il faut rembourser la dette, et la dette extérieure, il faut la rembourser en devises étrangères, tout comme même la dette au niveau local, par exemple les obligations du Trésor, qui sont libellées en dollars et qu'il faut rembourser en dollars, va avoir les ressources nécessaires pour que les montants qui sont dus par l'État soient remboursés régulièrement sans défaut. Mais le plus important, c'est la volonté. Le plus important, c'est justement cette volonté, comme je disais au début, de mieux coordonner
le ministre des Finances, Madame la gouverneure de la Banque centrale, régulièrement pour assurer que ce que fait l'un à gauche ne va pas à l'encontre de ce que fait l'autre à droite et que leurs actions combinées permettent de stabiliser le marché de change. C'est ce qui justifie ces réunions hebdomadaires qui se tiennent à la primature chaque mercredi en comité de conjoncture économique ou sous la présidence de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le ministère des Finances, le ministère du Budget, la Banque centrale et d'autres du gouvernement, y compris nous pour regarder cette situation. Et lorsqu'il y a des compléments d'analyse à faire, d'habitude, ces compléments d'analyse sont adressés à la Commission économie, finances et reconstruction que je préside et qui se réunit chaque lundi de chaque semaine pour examiner de manière plus approfondie certaines de ces. Et d'ailleurs, c'est peut-être vous me donnez là l'occasion. Ceux aujourd'hui qui achètent le bon BCC, ceux aujourd'hui qui achètent les bons de trésor et les obligations du trésor, même celles qui sont libellées en dollars, et font donc, ces opérateurs font donc confiance dans les institutions de la République. Ils savent qu'ils seront remboursés, leurs intérêts sont payés. Nous allons la maintenir. Corridor de Lobito, il nous revient à nous, Congolais, de faire du corridor de Lobito pas simplement un chemin de fer pour sortir les minéraux de la RDC vers les autres pays, mais d'en faire un corridor de développement. Et laissez-moi vous dire, souvent, on tend à regarder le gouvernement, mais les affaires, ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires, les affaires, on les sent. Donc le corridor de Lobito, c'est une opportunité. Et je sais, parce que je discute avec pas mal de Congolais, jeunes, même de jeunes Congolais, qui ont des idées, qui cherchent des partenariats, qui proposent des projets, qui cherchent du financement pour la transformation. Je peux citer le cas d'un jeune Congolais qui est sur un projet très important de raffinage de cobalt et du cuivre pour qu'on cesse de sortir des produits bruts, mais qu'on commence à sortir des produits raffinés. Évidemment, un tel projet il va être très important donc pour ce corridor de développement. La balle est donc dans le camp de tous les Congolais, de ceux qui veulent gagner de l'argent, de ceux qui veulent, avec l'accompagnement du gouvernement, bien sûr. Est-ce qu'il y a des normes pour les prix? Je vous ai justement parlé de cette publication que nous avons lancée depuis le mois de février, mais qui est opérationnelle depuis le mois de mars, et qui nous a révélé ces disparités entre différents points de vente. La première hypothèse, c'est que les circuits de distribution diffèrent. Ceux qui s'approvisionnent par Lufu ont des coûts différents qui s'approvisionnent par Matadi. Et nous allons continuer à investiguer cette situation pour effectivement arriver progressivement à des prix plus ou moins normalisés. La vente, la question du petit commerce. Pour le moment, nous avons travaillé sur un projet de loi sur le petit commerce. Nous avons 2 projets de loi en chantier au niveau du ministère de l'économie nationale. Un projet de loi sur le commerce, un projet de loi sur le petit commerce. Nous pensons que le moment est venu de carrément révisiter la loi de 73. Parce que cette loi de 73, elle dit clairement que le petit commerce ne peut être exercé que par les Congolais. Mais il y a une dérogation qui a été accordée par un décret du Premier ministre qui date d'un certain nombre d'années et qui permet aux étrangers de faire du petit commerce dans un certain nombre de branches. Et puis il y a un autre décret qui a aussi accordé une dérogation
justement à la suite de la réclamation de beaucoup de petits commerçants congolais qui disaient mais nous avons aujourd'hui des étrangers qui travaillent même dans des branches qui ne font pas partie du décret dérogatoire, mais il y a un décret qui leur a accordé un moratoire de 2 ans. Ce moratoire va expirer au mois de novembre de cette année. Je n'ai pas l'intention de le proroger. J'ai l'intention qu'on mette un terme à ce moratoire et qu'on fasse respecter les dispositions de la loi. Mais nous allons le faire dans le cadre, au lieu de passer de dérogation en dérogation, nous préférons le faire carrément en réécrivant la loi pour avoir une loi qui pourra s'imposer à tout le monde. Question ya suka na kansezaki question ya Ndeko Fabrice na Lingala. Ezaki donc combien on a perdu du fait de l'occupation d'une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais nansa ndeko nani na Ndeko Fabrice oyebi mbongo etazwaka. Lana nous mosolo ekotaka na kesi ya l'État. Ekotaka na ba taxe, ekotaka na douane. Lelo sokoke na grande barrière na Goma. Eza bisote, eza batomboki nde bavandi wana. Mbongo ezokota kuna, ezokoma susu na kesi ya l'État awa te. Mbongo wana ezokene na kesi ya bato oyo balobi bango baza bakonzi na Goma. Na kanisa ministère à finance, ministère à budget, basalaki mo estimation na ba recette wana eleki 5% te, eza ba 5% du total. C'est beaucoup, c'est pas rien, c'est beaucoup, mais c'est gérable. C'est gérable, ce qui peut être aussi moins effort, to kanga ba duso to zakanango na ba territoire ozana na contrôle na biso na kanisa boyebi likambo fraude douanière eza mwa makasi. To lobeli yango lelo na réunion justement ndenge na otoloba réunion ya Ecofir likambo ya fraude douanière sur tous kaka produit lokola carburant. Ba carburant ekotaka wana soke ba côté ba aru ba carburant ekotaka par les par Kasumbalesa sokotali mosolo ezokota na compte na caisse à l'État à partir de ce seul produit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû encaisser. Et likamwande yango to sala makasi c'est difficile de to serrer moi muke pour mosole kota pour na ko combler trou oyo et salemi na misolo to bungisi na ba zone eza occupée na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Mais na kanisa bomoni ata to bungisi misolo wana ata tozana ba mois ba retard, il y a une semaine, il y a quelques jours pour na kofuta ba salaire, mais salaire tama quand il s'agit même ya kobakisa salaire ndenge toto bakisa pour na mapinga pour na ba policier na biso effort wana esalemi kaka na mbongo oyo l'État zozwa en dehors ya auto bungisi na ba zone occupée ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu. Voilà, je crois que na motuna na yo na makambo etali consultation eloko motuya o ba congolais fo ba yeba mokonzi alingi bisonyo soto na unité nationale. Objectif à liboso ya mokonzi na ba consultation ane salami eza pona ko sangisa ba congolais parce que neto zaki kolimbola awa eza parti moko ya mboka eza occupé eza na eloko eza na motuya te pona ba congolais nyonso neti ko défendre territoire national. Il faut qu'on considère ndenge toza bozane ti liboko na yo eza amputé to eza pe occupé eza na kokoso mingi. Poto ki liboko ebiki biso nyonso nzoto zongi malamu nde totali makambo susu akokende liboso. Donc na makambo esalamaki eza na bao tomoni na bao tomoni te. Parce que ba consultation ndenge conseil spécial abando sala eza kaka na bao tomonaka te. Yango na kosepela biso nyonso tozala na kimia asali musala na ye ndenge mokonzi ya mboka apesaki akopesa mokonzi ya mboka rapport
pe na sima mokonzi aropesa biso ba disposition ndenge nini makambo wana ko continuer. Alors terminer monsieur en 30 secondes parce qu'aujourd'hui l'exercice était de montrer que malgré la situation de guerre, que l'économie était tenue, évidemment, il y a des défis, on ne va pas s'en satisfaire, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux compatriotes ce soir à Goma, à Bukavu, par rapport à la stratégie du gouvernement, parce qu'évidemment, nous restons solidaires et en union avec eux. Mais je pense qu'à l'égard de nos compatriotes de cette partie du pays, ce qu'ils attendent, c'est que cette situation qu'ils vivent prenne fin le plus rapidement possible. Que cette situation prenne fin, qu'ils retrouvent un de leur vie. D'ailleurs, parfois on a tendance à l'oublier, mais dans certaines parties du Nord Kivu, ou du Sud Kivu aussi peut-être, il y a des personnes qui sont nées dans la guerre, qui ont grandi, qui grandissent dans la guerre. Cette situation n'est pas vieille de 2 ans et n'est pas vieille de 5 ans, c'est une situation qui est vieille de quelques décennies. Le souhait de tous les Congolais aujourd'hui, c'est la paix, la sécurité, sur toute l'étendue du territoire. Le souhait des Congolais, c'est de vivre en harmonie avec nos voisins. Il y a c'est pas un détail, mais il y a un fait que l'on oublie souvent. Les 3 pays CGL avaient, il y a plus mis en place, dans le cadre de la CPGL, une banque de la communauté et financer des projets. Ça fera sûrement l'objet d'un autre briefing. Pour ce soir, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous vous remercions d'avoir partagé tous ces éléments d'information. Il y a un besoin pour le média d'avoir aussi une attention particulière sur ces questions économiques pour voir que le gouvernement, malgré le contexte de la guerre, tient quotidiennement aux engagements pris par le président de la République, notamment en termes d'amélioration du pouvoir d'achat, mais aussi des créations d'emplois. Nous aurons l'occasion des exercices de redevabilité. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, Zengo. Africa Cool, merci beaucoup, leader.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.